Bonjour à tous et à toutes, merci de nous retrouver sur Radio Liberté 92.8 FM pour votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'action sociale Sintas, Juste Koumara Lorobana, est notre invité. Éducateur des jeunes enfants de formation, il est en service au service social de l'arrondissement de Signongé, de Ouagadougou. Juste Koumara Lorobana, bonjour à vous. Oui, bonjour. L'invité de la semaine est mise en onde par Tiona Sanogo devant ce micro, Atiana Serjoulon. Vous êtes éducateur des jeunes enfants. Pour le grand public, qu'est-ce que vous faites exactement au quotidien? Quel est le travail de l'éducateur des jeunes enfants que vous êtes? Permettez-moi de vous remercier déjà pour cette plage que vous nous offrez et saluer votre travail d'accompagnement des acteurs en lutte pour un mieux-être et principalement les organisations authentiques du peuple qui sont en quête de l'émancipation. Et au nom de notre structure syndicale, en tout cas, permettez-moi de vous remercier encore une fois de plus pour cette plage que vous nous offrez. Pour ce qui me concerne, éducateur de jeunes enfants, ce qui est connu du grand public, c'est l'aspect de l'encadrement de l'éducation préscolaire qu'on connaît de l'éducation du jeune enfant. Or, l'éducateur de jeunes enfants, c'est celui-là qui s'occupe de l'encadrement du jeune enfant, à savoir de 0 à 6 ans, pour ce qui est des aspects connus de tout le monde. Sinon que l'éducation du jeune enfant court de 0 à 8 ans et même va au-delà, prend en compte la question de l'éducation parentale dans une certaine mesure. Voilà. Et pour ce faire, la face connue de notre métier d'éducateur de jeunes enfants, c'est essentiellement l'aspect préscolaire, à travers les écoles dites maternelles et les centres d'éducation, d'éveil et d'éducation préscolaire. Cet aspect est beaucoup connu des gens, sinon que l'éducation de jeunes enfants, comme je l'ai dit tantôt, couvre la période de 0 à 8 ans. Et il y a plein d'activités que nous entreprenons, mais bon, qui ne sont pas tout de suite visibles. Quelles sont ces activités qui ne sont pas visibles? Il y a par exemple, tantôt j'ai parlé de la question de l'éducation parentale, où il est question qu'en tant qu'éducateur de jeunes enfants, on puisse approcher par exemple des parents pour leur poser déjà des problématiques que nous avons décelées au niveau de leurs jeunes enfants, qui passent inaperçus très souvent. Et ensemble, on tente de trouver des solutions qui remédient. Dès lors qu'on a décelé très tôt et qu'on a l'accompagnement des parents, leur compréhension, on arrive à remédier assez tôt pour permettre à l'enfant de réintégrer le cycle normal du courant de la vie. Parce que ce qu'on a l'habitude et ce qui est consacré, c'est que, comme l'a dit un grand pédagogue, tout se joue avant 6 ans. Ça veut dire que même biologiquement, tout le système cérébral et cognitif, les bases sont installées dans la période de 0 à 6 ans. Et quand on rate cette période, c'est très souvent préjudiciable pour l'être humain. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est temps et il est opportun que les gens puissent connaître effectivement ce que c'est que l'éducation du jeune enfant, qui se l'approprie. Ce n'est pas seulement dans le cadre des structures fermées, comme on a l'habitude de le dire, mais l'éducation du jeune enfant est transversale, ça commence depuis la famille, en traversant la rue, le marché, les institutions publiques et tout, y compris bien entendu la famille. C'est pas connu, est-ce que c'est du fait que c'est pas une activité que les parents maîtrisent ou c'est juste l'environnement? Qu'est-ce qui explique un peu le fait que ces aspects-là ne sont pas connus du grand public? Bon, il faut dire que le nœud gordien justement de cette question, à l'instar de beaucoup d'autres problématiques que nous gérons au quotidien dans notre département, c'est la question de moyens de pouvoir porter à connaissance, à la connaissance de l'opinion, les actions et les bienfaits, par exemple, des problématiques que nous prenons en charge, si elles sont prises en charge assez tôt. C'est essentiellement la question liée aux moyens. Et je peux dire également qu'à ce niveau, nous déplorons que le conçu au quotidien des Burkinabés en général, c'est que le petit enfant, ce n'est pas un être pour l'instant. Je ne sais pas comment je vais l'appeler ainsi, mais les gens perçoivent en l'enfant tout autre chose qu'un être humain en réalité. Parce que quand même vous prenez dans nos propres familles, je vais juste prendre l'exemple, vous pouvez aller trouver quelqu'un qui construit un duplex, mais quand vous allez du point de vue des toilettes, les sanitaires, il n'y en a pas d'adapté pour les petits enfants. Les enfants sont On se dit que l'enfant va grandir. On se dit qu'il va grandir. Or, il a sa place. C'est-à-dire que même jusqu'au niveau des architectes et autres, il faut qu'ils intègrent ces donnes-là pour proposer à ceux-là qui sont dans la perspective d'édifier, par exemple, des domiciles, des maisons à habitation où des familles doivent occuper, éventuellement avec des enfants. Donc, il y a un certain nombre d'aspects qui font qu'on a l'habitude de confondre également la vision qu'on a de l'enfant au regard de son aspect petitesse physique.
On a souvent tendance à réduire également sa capacité intellectuelle à son esprit physique qui est plus petit que les adultes. Or, il y a des enfants de 3 ans qui résolvent des problématiques qui sont à la hauteur de leur capacité, que des adultes de 45 ans ne peuvent pas avoir comme capacité face à des problématiques liées à leur âge également et à la situation qu'ils vivent. Vous avez souvent entendu parler, il ne faut pas me prendre pour un petit enfant. Moi, je suis de ceux-là qui ne partagent plus cette façon d'apprécier l'enfant. L'enfant, il est à prendre à sa juste valeur. Donc, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on réfléchit petit. Donc, je pense que c'est une question de vision et d'appréhension de l'enfant en notre sein même qui pose ce problème-là. Du coup, ça déteint sur la profession. Je vais faire cette anecdote. Quand moi, j'étais dans le centre d'éveil et d'éducation préscolaire, il y a beaucoup de parents qui nous confondaient aux enfants. Ils pensaient que, on n'avait pas un niveau aussi élevé et que, nous étions seulement des adultes en présence des enfants et on était seulement chargés, peut-être simplement de leur donner des bonbons ou de la bouillie. Mais à des occasions données au cours d'assemblée générale, quand on a décliné le profil des uns et des autres, il y en a qui sont tombés à la renverse. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'on puisse recruter ce personnel qui doit s'occuper de petits enfants à partir du niveau du bac, avec une formation de 2 ans. Il y en a qui ne s'en revenaient pas. Donc c'est une question de perception également. Et je pense que c'est des occasions comme ça pour qu'on puisse véritablement s'éclairer sur ces aspects-là. Parce que l'enfant, ce n'est pas le petit homme, mais c'est l'homme en devenir. Alors, quel est votre avis, vous qui êtes un acteur du domaine, le préscolaire, c'est considéré comme un luxe pour beaucoup de Burkinabés. Inscrire son enfant par exemple à la maternelle, on considère que c'est ceux qui ont les moyens. Sinon, pour les Burkinabés moyens, les Burkinabés de façon générale, l'éducation en quelque sorte commence à partir de l'école primaire. Pour vous, comment on peut situer l'origine un peu de cette perception que le préscolaire, c'est pour les nantis? D'accord, merci. Je pense que c'est un héritage dont nous avons hérité et il nous appartient de travailler à sortir de cette situation pas reluisante. Et je l'ai dit tantôt, tout se joue avant 6 ans. Ça voudrait dire que les prérequis à affronter la vie s'installent dans la période de 0 à 6 ans. Après ça, il n'y a que maintenant la mise en œuvre des capacités latentes dont regorge l'individu. Et faire en sorte que l'éducation préscolaire, je dirais même au-delà, l'encadrement de la petite enfance dans son ensemble, c'est-à-dire à partir avant 3 ans, de 0 à 6 ans, on devrait pouvoir l'intégrer dans notre système éducatif. Vous voyez, aujourd'hui, il y a cette problématique également qui se pose. D'abord, il y a le fait que les structures préscolaires ne sont pas en nombre suffisant. Quand vous prenez le public... On semble un abandon du côté de l'État. Est-ce que même c'est un abandon? C'est même que... Parce que la commission d'enquête parlementaire a relevé cet aspect. C'est un domaine dans lequel le privé dame le pion sur l'État. Le privé dame le pied sur l'État, dame le pion du moins sur le public. Et quand je prends l'école de façon générale, même aujourd'hui, il y a plus d'universités privées que d'universités publiques. Et ça se déteint sur tout l'ensemble du système éducatif. Quand vous venez à l'enseignement secondaire, c'est pareil, les statistiques sont claires. Le privé dame le pion. Quand vous allez au primaire, c'est pareil. Au préscolaire, n'en parlons plus. Quand vous prenez au préscolaire, où déjà on parle de luxe, vous avez au moins de 100 établissements publics pour les 45 provinces dont regorge le Burkina Faso. Or, les statistiques, quand même, quand vous prenez les dernières statistiques dont j'ai mémoire, donnaient plus de 75% de l'occupation de l'espace, de l'encadrement, de l'éducation préscolaire au privé. Alors, je pense que c'est une question de priorité qu'on devrait opérer. Savoir que même pour la scolarisation et le maintien des enfants à l'école, un enfant qui va déjà à la maternelle, il est très difficile pour les parents, voire même inconcevable que les parents déscolarisent son enfant, si ce n'est un cas de force majeure, à partir du primaire. Or, ce à quoi nous assistons, c'est que c'est fait de telle sorte que le préscolaire est plus cher, pour ne même pas dire pratiquement 10 fois plus cher que le primaire. Dans ce que nous appelons les structures publiques, si à Ouagadougou, que je connais, si vous ne déboursez pas au moins 49 000 francs en termes de frais irréductibles que vous devez payer, vous ne pouvez pas envoyer votre enfant. Or, nous disons que c'est des structures publiques. Nous pensons que l'État doit mettre l'accent parce que cette éducation préscolaire également fait partie du système éducatif et nous pensons que la gratuité
et l'obligation scolaire doit s'étendre au moins, à tout le moins, à cette tranche d'âge de 3 ans jusqu'à 16 ans. N'en parlons pas qu'aujourd'hui, il y a cette nouvelle problématique que nous n'avons pas pu cerner assez tôt. Mais au Syntas, nous avions déjà tiré sur la sonnette d'alarme, savoir que la prime enfance à travers les crèches, pour la garde des enfants, aujourd'hui vous avez des couples de plus en plus jeunes, papa et maman sont actifs et les grands-parents ne sont plus disponibles comme il y a peut-être 20-30 ans en arrière où on allait garder les enfants. La question des bonnes à la maison également se pose aujourd'hui comme une problématique sérieuse. Vous pouvez faire le tour. Il y a beaucoup de couples qui sont à la recherche de bonnes, mais en vain, ils n'en trouvent pas. Donc la question des crèches également, l'État doit prendre ça en charge. Sans compter que dans les institutions d'une certaine envergure, en principe, on devrait retrouver soit des garderies, soit des crèches pour permettre aux mères d'enfants de pouvoir être à l'aise, garder leurs enfants et être tranquilles pour travailler et être productifs. Donc nous pensons que c'est tout un ensemble, c'est le pan de l'éducation de jeunes enfants qu'il va falloir mettre en avant et propulser, parce que dans tous les cas, la société repose sur l'enfance qui va devenir adolescente, qui va finalement devenir adulte pour gérer la postérité. Un mot sur cette réforme au niveau de l'éducation. Vous avez évoqué un peu tantôt le transfert justement du préscolaire au MENA qui gère un peu ces questions-là. Qu'est-ce qui explique que par exemple vous, dans votre cas, vous vous retrouvez toujours au ministère de l'Action sociale? Il faut dire que c'est une question de perception de la question de l'éducation préscolaire. L'éducation de jeunes enfants est un ensemble dans lequel il y a la compétence de l'éducation préscolaire. Alors, dans son option politique, le gouvernement a transféré la compétence de l'éducation préscolaire au niveau du MENA, le ministère de l'Éducation nationale, au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et si vous avez suivi, notre position sur la question a été claire. Nous avons été contre, jusqu'à aujourd'hui nous sommes toujours contre ce transfert, parce que nous avions estimé en son temps que les conditions n'étaient pas réunies pour le faire. Et le transfert de l'éducation préscolaire et le transfert de l'éducation post-primaire au MENA, nous avions trouvé que ce n'était pas opportun parce que les conditions n'étaient pas réunies. Et il fallait travailler à réunir les conditions et faire en sorte que, quand on devrait y aller, qu'on y aille avec un ensemble intelligent. Mais bon, la suite nous a donné quand même un peu raison, parce que les difficultés, nous regrettons d'avoir eu raison, parce que nous souhaitions, parce que dans tous les cas nous avons eu raison, mais c'est les enfants du peuple qui en ont pâti, un temps soit peu. Mais nous pensons que la question de l'éducation doit transcender aux options politiques et aux options de calcul politicien. Parce qu'in fine, c'est la postérité qu'on doit former et on devra avoir des Burkinabés formés à même de pouvoir prendre en charge la question du développement économique et social, c'est-à-dire que propulser le progrès social pour ce pays. Donc nous pensons que s'il y a une réforme du système éducatif, on devrait plutôt voir dans les curricula de façon sérieuse. Ce n'est pas dans les découpements auxquels nous avons assisté jusqu'à aujourd'hui qui n'ont finalement rien apporté dans le fond. Parce que quand on fait le constat aujourd'hui, la majeure partie des enfants du Burkina Faso qui sont allés à l'école, qui ont même terminé leur cursus scolaire, même universitaire, quand ils sortent, quand ils embrassent une profession, il faut encore qu'ils aillent à une école de formation initiale. Nous pensons que nous devrions pouvoir anticiper sur ces questions. Quand je prends par exemple, nous savons que nous sommes un pays agricole. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de collège ni de lycée qui puisse véritablement être orienté dans ces domaines-là pour permettre aux enfants de ce peuple-là, les agriculteurs qui ont envie d'y aller, s'ils y vont, quand ils sortent, ils n'ont plus d'autres ambitions d'aller travailler par exemple dans le secteur tertiaire, mais plutôt venir développer le secteur qui est même vital pour notre nation. Et je pense que la réforme-là doit pouvoir porter un regard sur ces aspects de notre réalité étatique, économique-là, plutôt que de nous former de façon générale. Et finalement, le constat est là, même l'enquête parlementaire a révélé que le système éducatif produit des diplômés qui ne sont pas adaptés à nos réalités sociales, économiques. Donc nous pensons que s'il y a réforme du système éducatif, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut regarder dans le curricula, plutôt que de regarder dans les découpages, les redécoupages, les fusions et les
et les refusions. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'action sociale, Sintas, Juste Koumara Lorobana, est notre invité. On va s'arrêter sur vous toujours. Vous êtes en service au niveau de l'action sociale de l'arrondissement de Ziguinchor. Quelle est la réalité un peu de l'actualité sociale au niveau de cet arrondissement-là? Quels sont les problèmes auxquels vous faites face? Bon, il faut dire que nous faisons à l'instar de tous les autres services du ministère de la Femme. Nous sommes confrontés aux mêmes réalités au quotidien, mais le principal problème, c'est le manque de moyens. J'ai comme l'impression même que nous sommes oubliés, parce qu'à l'heure où je vous parle, je ne suis même pas informé si le service auquel j'appartiens a obtenu de la part du niveau central, je vais parler du ministère de la Femme, de la ressource, ne serait-ce qu'en termes de carburant pour permettre aux travailleurs d'aller sur le terrain et effectuer le travail. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Vous tournez les pouces, vous ne faites pas quelque chose au service? Je peux vous assurer que ce sont les travailleurs qui se saignent. Ça, je suis témoin. Puis moi, je suis un acteur, je suis témoin. Les gens mettent à contribution leurs propres moyens logistiques et leurs moyens financiers pour effectuer les sorties. Parce que même quand les ressources arrivent, imaginez par exemple un service qui regorge de près de 40 agents. Si vous avez par trimestre, ou même si c'est par mois, une dotation en carburant de 25 000, reconnaissez avec moi que c'est dérisoire. Or, un agent peut sortir sur le terrain dans la journée 2 fois au moins. Donc, tout compte fait, je ne vais pas entrer dans les divisions, mais 25 000 francs de carburant pour une trentaine d'agents ou une quarantaine d'agents qui effectuent au quotidien des sorties sur le terrain. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que les gens sont obligés de mettre leurs propres ressources dans le fonctionnement des services pour satisfaire les populations qui viennent à nous parce qu'elles sont très vulnérables et on ne peut pas rester indifférent. Quel type de problème vous essayez de résoudre? Nous avons toutes les problématiques qui nous viennent. Il y a les questions liées au mariage précoce, il y a les grossesses à problème, il y a... Même à Ouagadougou, ce sont des réalités? C'est des réalités criantes. Le mariage précoce? Le mariage précoce, il est là parce qu'il ne se passe pas un jour où il n'y a pas un cas comme ça qu'on reçoit dans un de nos services. C'est véritablement des réalités et on peut mettre également à l'actif de ces genres de problèmes. Il y a peut-être souvent des construits sociaux, mais c'est très souvent également basé sur la précarité des familles. On pense qu'en poussant rapidement sa fille dans les mains de quelqu'un qui pourrait peut-être l'entretenir en termes de manger et d'habillement, bon, c'est plus sécurisant pour la fille et avec l'espoir que le beau-fils vous viendrez de temps à autre en aide parce que véritablement il y en a qui sont dans le dénuement total. Et on ne va pas se cacher la face. Et il y en a qui trouvent en ça un moyen de subsistance. Mais il y en a également, c'est lié à des pratiques coutumières, à des conceptions coutumières et religieuses. Mais si ce sont des situations comme ça, bon, c'est toujours est-il, on trouve quand même des moyens de régulation, des moyens de remédiation. Parce que la résolution de ces problèmes-là, très souvent, il faut mettre en avant la législation en place pour persuader les uns et les autres. Parce que quand vous allez, si vous voulez peut-être moraliser les uns et les autres, très souvent, ça ne passe pas. Il faut plutôt mettre en avant la législation. Et je pense que souvent, très souvent, on trouve des solutions. Vous êtes à la tête du syndicat des travailleurs de l'action sociale. Déjà, quel sens vous donnez à votre engagement syndical déjà? Moi, je me suis engagé dans la lutte. Je peux dire que assez tôt, il faut dire que même avant d'avoir embrassé la profession, j'avais déjà des orientations personnelles. D'abord du point de vue de mon éducation, la question de la justice, la question de l'équité, je les ai toujours intégrées. Alors, quand j'ai embrassé la profession, j'ai rapidement adhéré au syndicat des travailleurs de l'action sociale avec, bien entendu, sur la base de l'orientation que ce syndicat s'était donnée. J'ai vite vu dans ce syndicat que mes idéaux, je pouvais les poursuivre puisque c'est des idéaux que je poursuis et voilà, tant mieux. C'est un syndicat qui défend au mieux les intérêts des travailleurs et l'ensemble de la masse populaire. Je n'ai pas hésité à y adhérer. Et je peux vous assurer que depuis l'école de formation professionnelle,
j'ai jamais désolidarisé avec le syndicat des travailleurs de l'action sociale. Qu'est-ce que vous obtenez en retour? Est-ce que, je ne sais pas si cette anecdote, il semble à l'école de formation déjà, vous avez eu des ennuis justement de votre engagement? Bon, enfin, c'est pas des ennuis. Moi, je pense que c'est juste pour... c'était le ferment. C'était le ferment parce que dans tous les cas, assumer des positions d'un syndicat d'obédience révolutionnaire, ce n'est pas toujours aisé. Et moi, j'ai quitté l'école en 98, où déjà le courant de la répression était déjà suffisamment fort. Vous vous souviendrez que notre illustre journaliste d'investigation Norbert Zongo a été assassiné dans la foulée. Il n'était pas aisé de porter quand même ses idéaux et de les défendre devant tout le monde. Et d'une manière ou d'une autre, vous aussi, vous avez subi les contre-coups? Oui, bon, on a subi les contre-coups, mais fort heureusement, les conséquences s'en sont restées seulement à des petites réprimandes. Sinon que ça aurait pu être pire. Mais fort heureusement, on en est là jusqu'à aujourd'hui et on poursuit le combat. Mais je pense que c'est une option de vie. Et quand on a vécu, parce que moi, je suis de ceux-là qui pensent que je vis déjà au passé. Parce que ce que j'ai posé comme acte, c'est la postérité qui doit en tirer les conséquences. Si c'est bon, c'est tant mieux. Si c'est mauvais, c'est tant pis pour moi. Mais pour l'instant, je me préoccupe à me battre pour que la postérité vive davantage mieux que ce que moi je suis en train de vivre aujourd'hui. À ce propos, quel est le regard que vous portez par rapport au niveau d'engagement des travailleurs? Le regard que je porte sur le niveau d'engagement des travailleurs, je peux vous assurer que l'engagement des travailleurs est de plus en plus affirmé. Pour ce qui est de notre département, si vous vous souvenez, en plus du mépris que l'autorité a affiché vis-à-vis de nos préoccupations depuis pratiquement l'avènement du MPP et depuis le premier gouvernement sous son excellence Paul Kéba, on n'a jamais fait l'objet, nos préoccupations n'ont jamais fait l'objet d'une analyse sérieuse et de réponses conséquentes. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux vous assurer que, en plus de ne pas nous accorder cette importance, en plus de ne pas regarder les préoccupations que nous avons posées, que même l'autorité a reconnues à plusieurs reprises comme étant légitimes et justes, c'est la répression qui s'abat sur les travailleurs, qui sont de plus en plus engagés et qui sont de plus en plus déterminés. Pourtant, c'est évoqué pour mobiliser les travailleurs. Tant que ce ne sont pas des questions salariales, il est difficile sur des questions de liberté, des questions de démocratie. C'est compliqué à mobiliser les gens. Je peux vous assurer qu'en tout cas, au niveau de notre syndicat, autant que se peut, nous avons fait l'effort de communication et d'éducation et de partage d'informations avec les militants. Les questions salariales, c'est vrai, elles sont importantes. Mais les travailleurs et les militants ont compris qu'il n'y a pas de conquête, il n'y a pas d'acquis social sans un espace de liberté. Et je pense que c'est dans ce sens que les travailleurs se sont résolument engagés à faire porter devant qui de droit les préoccupations, ce qui leur vaut aujourd'hui la répression tous azimuts. Je peux vous rappeler que lors de notre grève qui a eu lieu du 24 au 27 avril 2018, Madame Laurence Ilboudou a procédé à la suspension de 88 travailleurs qui ont, entre autres, participé à la grève sur plus de 200 travailleurs qu'elle avait fait réquisitionner pour briser la grève. Et je peux vous assurer que ces travailleurs suspendus, prétendus suspendus, sont aujourd'hui résolument mobilisés pour faire entendre leur cause et sont prêts à aller toujours au combat. Parce que ils se sont rendus compte, ils se sont rendus à l'évidence que ce que leur demande l'autorité, ce n'est pas de travailler, mais c'est de souffrir leur misère en silence. Et je peux vous donner l'exemple. Si l'autorité d'ailleurs se souciait du travail, dans une direction qui compte 18 agents, vous suspendez 9, dont 7 chefs de service. Alors, quel est le résultat, quel est le travail que vous voulez? Dans une période également de grande affluence pour ce qui concerne nos services, c'est-à-dire dans le mois d'août à septembre. Vous suspendez 9 agents sur 18, dont la majorité sont des chefs de service, et vous prétendez que non, c'est la continuité du service que vous voulez. Nous pensons qu'il y a un paradoxe à ce niveau. Et quoi qu'on dise, nous avons véritablement tiré la conséquence que c'est la volonté à empêcher les travailleurs d'exercer leurs droits, leur liberté syndicale et leur droit de grève, qu'on est en train de les suspendre comme ça. Mais nous sommes rassurés, les travailleurs nous ont rassurés qu'ils attendent les différents mots d'ordre parce qu'ils ne peuvent pas avoir posé des préoccupations qui n'ont jamais été regardées, qui n'ont connu aucune virgule
Et pourtant, le gouvernement dit qu'il est toujours ouvert pour le dialogue et que la main est tendue. On a entendu plusieurs fois votre ministre de tutelle, justement, dire que la porte est grandement ouverte. Non, je pense que la porte est ouverte. Nous tapons à la porte. Nous avons déposé une plateforme. Nous attendons des réponses. Et elle, à son arrivée, je pense que dans le mois de février 2018, nous avons déjà attiré son attention à travers une lettre que nous lui avons adressée, comme quoi nous avons des préoccupations qui attendent. Celle qui l'a précédée avait déjà engagé des discussions, quand bien même on avait quand même eu à redire sur le format. On avait demandé à ce qu'on revoie le format avec celle qui l'a précédée. Et dans la foulée, elle est arrivée. On lui a rappelé que nous avions des préoccupations pressantes auxquelles les travailleurs attendaient des réponses exactes et satisfaisantes. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, elle ne nous a pas répondu. Ni par écrit, ni par tout autre moyen. Je regrette, mais on ne peut pas, par voie de presse, dire que votre porte est ouverte. Et bon, vous allez vous lever, vous, monsieur le journaliste, pour courir vers la porte de madame le ministre. Tant qu'elle ne vous a pas dit, bon, venez, la porte est ouverte, elle est pour tout le monde, c'est vrai. Mais nous avons tapé à la porte et nous attendons qu'on nous invite. Quand on nous dit qu'on n'a pas rompu le dialogue, je regrette, mais nous, on ne peut pas inviter la partie gouvernementale à venir discuter avec nous. Dans tous les cas, si nous avons posé des préoccupations, c'est acquis de droit et c'est acquis de droit de nous appeler et nous venons. Mais jusqu'à aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'on n'a pas été appelé d'une quelconque manière que ce soit. Alors, le SYNTAS a particulièrement donné de la voix depuis 2016, comme vous l'avez dit, sous Laure Zongoyen. Maintenant, c'est Marie-Hélène Laurence Marchal-Yilpdo. Qu'est-ce qui explique un peu ce que d'aucuns considèrent comme un regain d'activisme syndical depuis la formation du gouvernement de Paul Kabatieba? Bon, enfin, il faut retenir qu'en réalité, quand on parle de regain d'activisme syndical, pour ce qui est de notre département, je pense que c'est... Bon, les gens ont peut-être tronqué le cours de l'histoire. Et quel est le cours de l'histoire? Le cours de l'histoire, c'est que dans notre département, on n'a jamais chômé en termes d'activité syndicale. Mais on n'a jamais eu une année où c'est particulièrement marqué avec beaucoup de manifestations. 2017, 2018 et même en 2016, il y a eu des débrayages, des mouvements d'humeur, des sittings. Oui, parce qu'il faut se dire également une chose. L'esprit des 30 et 31 octobre également est passé par là. Donc on est toujours dans la fièvre de l'insurrection. Ce n'est pas qu'on est dans la fièvre de l'insurrection, mais si les gens ont participé, ont fait l'insurrection, c'est pour être gouvernés autrement. Est-ce qu'on se comprend? Or, ça se trouve que la suite qui est donnée à l'insurrection à travers le gouvernement de Paul Kabatieba, à travers la gouvernance du MPP, les gens se retrouvent, ce n'est pas seulement au niveau du SYNTAS que nous disons que c'est pire que le pouvoir déchu, mais dans toutes les sphères. Allez-y, dans les commerces, dans la rue, on va vous dire que le MPP fait pire que le CDP. Parlons au niveau du SYNTAS. Est-ce que du jour au lendemain, le gouvernement MPP pouvait résoudre tous les problèmes qui étaient là au niveau de l'action sociale? Je peux dire une chose, il y a un certain nombre d'éléments qui sont posés. Vous prenez par exemple la question de la reconstitution de la carrière des personnels des ex-garderies. Sous même le pouvoir déchu, nous avions obtenu, à travers un engagement que le gouvernement avait pris en 2013, de vider la question en fin 2013. Ça, c'était encore sous le régime déchu. Et les travaux ont été engagés. Et un rapport a été déposé dans le mois de mai 2014. Avec tout ce qu'on a connu comme tractation à vouloir tirer le dossier vers le bas, nous sommes parvenus à obtenir les travaux en commission. Et un comité interministériel a été mis en place à cet effet et a fait des propositions et des recommandations pour sortir ces personnes-là de leur misère qu'ils vivent depuis plus de 34 ans aujourd'hui. Le dossier jusqu'à aujourd'hui n'a pas connu d'aboutissement. En 2016, sous le gouvernement Paul Kabatieba, un ultime engagement a été pris de résoudre la question. Et à travers le communiqué final qui a sanctionné la rencontre gouvernement syndical 2016 en février 2016, avait pris la ferme résolution, l'engagement que en fin avril 2016, la question devait être résolue définitivement. Et aujourd'hui, c'est pas réglé. Nous sommes aujourd'hui en octobre 2018. Et ce n'est pas réglé. Et même que dans la foulée, dans le cadre de la coordination des syndicats de l'éducation, cette question a encore été portée dans le protocole. Et lequel protocole avait donné 1 mois pour résoudre le problème lié à ce dossier. C'est-à-dire qu'en février 2018, on aurait dû en finir avec le dossier. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas. C'est le statu quo. C'est le statu quo.
nous avons décrié des nominations de complaisance. Qu'est-ce que vous appelez des nominations de complaisance? Est-ce que l'autorité n'est pas libre de nommer la personne qu'elle juge apte à pouvoir assumer un poste de responsabilité? Nous pensons que nous sommes dans une administration républicaine et elle a quand même un minimum de règles. Si une administration doit être à la merci de quiconque vient à la tête du département, nous pensons que... Qu'est-ce qui vous choque dans ces nominations, monsieur Lorobana? Ce qui nous a choqué dans ces nominations, c'est qu'entre autres, on a eu des personnes qui ont été nommées, on ne sait pas d'où ils viennent, qui y sont sans profil, rien. Je prends par exemple la question liée la nomination du secrétaire permanent du CONASU, le Conseil national de réhabilitation et de secours d'urgence. On nous a juste annoncé, même à travers le communiqué du Conseil des ministres, son nom, son prénom, qui est nommé secrétaire permanent du CONASU. Nous n'avons rien contre la personne, on ne la connaît pas. Mais nous pensons que quand même, pour occuper des postes comme ça, dites-nous au moins c'est quel profil la personne a. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas produit son profil. Quand on est allé aux discussions en direct et sur la table avec l'autorité, ce que nous avons entendu, c'est que non, la personne aurait acquis des compétences par-ci, par-là. On a dit non, la question n'est pas là. Vous auriez dû prendre les précautions de préciser tout cela pour tranquilliser l'opinion. Sinon, ça c'est de l'imposture. Parce qu'il est quand même aisé qu'on prenne n'importe qui ne représente pas grand-chose pour venir nous mettre à des postes qui sont quand même, qui relèvent de choses dont les actions rayonnent sur toute la nation. Et nous pensons que là-dessus, on ne doit pas lésiner. Et nous avons également des personnels qui ont été véritablement qualifiés, régulièrement formés dans les instituts, dans notre institut que nous connaissons. Et on nous fait appel à des compétences extérieures. Nous pensons que c'est un gâchis. Et si même le gouvernement devait être logique avec lui-même, il devrait savoir qu'on ne peut pas former un professeur certifié et le débaucher pendant que le système éducatif, pendant que les élèves même manquent de professeurs pour venir le nommer à un poste où il y a du personnel qualifié. Nous pensons que c'est du gâchis. Le personnel qualifié qui a été formé par l'argent du contribuable, lui il chôme, pendant qu'on a formé un qui devrait servir à d'autres causes. Est-ce que le problème ne peut pas se poser aussi à des travailleurs de l'action sociale qui sont débauchés, qui ne font plus, par exemple, qui ne sont plus dans le préscolaire ou dans d'autres domaines de l'action sociale et qui sont débauchés pour aller travailler ailleurs? Est-ce que ça ne se fait pas? Non, mais nous ne raisonnons pas en termes de nous, des travailleurs sociaux peuvent aller occuper des postes ailleurs. Nous pensons qu'il faut assainir tout cela. S'il y a des compétences qui sont formées pour des domaines donnés, qu'on priorise ces personnels-là pour assurer véritablement la technicité et le professionnalisme. Sinon, nous allons assister à une banalisation des professions. Voilà. Parce que une chose est claire, ce que nous n'allons pas accepter, ce que nous n'acceptons pas, par exemple, qu'on opère chez nous, dans notre département, nous n'allons pas accepter qu'on l'opère ailleurs. Du reste, nous avons déjà dénoncé, en compagnie d'autres organisations, des nominations qui se sont produites ailleurs, que nous avons jugées complaisantes, fantaisistes. Nous les avons dénoncées et ce n'est pas parce que c'est seulement chez nous. Nous sommes pour des principes de fonctionnement, nous ne sommes pas pour des individus. Voilà un peu comment nous on voit la chose. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, Justo Kumara Lorobana est notre invité. Il est le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'action sociale. On va évoquer votre ministère qui est le fruit d'une fusion, le ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la femme, la fusion de l'action sociale et de la femme. Est-ce que c'est quelque chose? Quelles sont les retombées un peu de cette fusion-là? Est-ce que sur le terrain, qu'est-ce qui a changé? Merci. Je pense que nous sommes effectivement dans une situation de fusion. Mais je ne voudrais pas être la mauvaise langue, mais je pense qu'on va même au-delà de la fusion, nous sommes peut-être dans une confusion. En ce sens que, quand vous prenez le département du ministère de l'Action sociale, l'ex-ministère de l'Action sociale, qui avait son programme d'action sociale, son programme national d'action sociale, qui est désuet depuis 2015, on n'en a pas de nouveau. Donc nous sommes déjà dans une navigation à vue. L'ex-ministère de la promotion de la femme également vient s'ajouter avec certainement son programme, qui naturellement est également désuet de parler. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, puisque vous n'êtes pas du ministère de la femme? Oui, mais nous travaillons désormais ensemble, nous faisons la fusion, nous sommes dans la fusion, nous travaillons ensemble. Alors, nous, dans un de nos points de revendication, nous avons demandé alors, comme nous sommes dans une situation de fusion, il serait intéressant, ce qui devait urger, si c'est effectivement le travail qui intéressait l'autorité, c'était que nous allions à l'élaboration de notre statut particulier, pour permettre à ces deux ensembles-là de s'imbriquer de façon intelligente pour produire le travail. Mais jusqu'à aujourd'hui, on nous brandit le statut particulier comme étant
Je ne sais pas. C'est comme si le statut particulier pour nous est un luxe. Or, nous pensons que le statut particulier ici devait urger. Si on en est été obligé de le demander, je pense que ça ne fait même pas honneur à l'autorité. C'est elle qui a décidé la fusion. Elle devrait rapidement aller à cette fusion en élaborant le statut particulier pour permettre aux différents emplois de savoir comment s'imbriquer pour produire le travail de qualité. Au Cintas, donc, la fusion, c'est un échec. Oh, nous n'allons pas dire que c'est un échec, mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas les effets. Parce que, honnêtement parlant, à l'heure où nous parlons, si on doit faire une évaluation, nous ne savons pas c'est sur quelle base. De Lord Zongoyen à Marie-Hélène Laurence Marchal-Ibdo, quel type de rapport le Cintas entretient avec ces deux ministres qui sont succédés, ou du moins avec ces deux ministres? Quel a été le rapport que vous avez entretenu avec ces deux dames-là? Bon, il faut dire qu'avec celle qui a précédé, même si les rapports étaient quand même assez... Si nous étions... Parce qu'elle a essuyé des critiques assez lors de vos sorties médiatiques. Oui, c'est vrai, elle quand même, on a eu l'avantage, ou qu'elle a eu l'avantage de discuter avec nous, par moment de façon directe, mais je peux vous assurer que depuis celle-là, elle est arrivée. Depuis l'arrivée de Marie-Hélène Laurence Marchal-Ibdo. On ne s'est pas encore rencontrés. Il n'y a jamais eu de rencontre avec les syndicats? La seule rencontre qu'elle a convoquée, à laquelle elle nous a invités, c'était une rencontre de prise de contact. Et elle avait pris le soin de nous demander de venir en délégation. En son temps, nous avons envoyé 2 délégués aller lui signifier que si c'était pour une prise de contact, il aurait été judicieux qu'elle demande à rencontrer quand même l'équipe dans son ensemble, quitte à ce que nous, on ne puisse pas se présenter au complet, mais elle devrait quand même ne pas nous indiquer de venir en délégation. Mais nous avons envoyé 2 éléments nous représenter. Et effectivement, c'était une prise de contact et ça n'est resté là. Il n'y a pas eu autre discussion, rien, c'est juste, c'était pour une prise de contact et les éléments sont ressortis, ils sont revenus nous faire le point. Mais depuis, il n'y a plus eu de rapport. Il n'y a plus eu de rapport. Sauf que quand on a engagé nos actions, on a été importunés à plusieurs reprises. Comment cela, monsieur le... D'abord, nous avons la première activité de débrayage que nous avons eue sous Madame Laurence, c'était en avril 2018, et nous avions prévu un sit-in le 18 et 19 avril. Et si vous vous rappelez, il y a vos collègues qui sont venus couvrir l'événement. Ils ont trouvé un groupe de femmes qui prétendaient être venues en découdre avec le Cintas et le comité CGTB. Bon, nous sommes tombés des nues. Bon, mais je crois que vos collègues ont été suffisamment professionnels et de par leurs questions et leurs interventions auprès de ces personnes-là, bon, ils ont vite fait de décamper. Donc c'était une manœuvre de Laurence Ilboudo en quelque sorte? Je ne lui prête pas ça, mais... Qui est derrière ça? C'est des femmes qui sont, elles l'ont dit, elles sont venues et dans leurs propos, elles ont quand même tenu à défendre leur amie qu'elles connaissent depuis longtemps, avec laquelle elles ont toujours travaillé et que bon, elle allait résoudre nos problèmes. Maintenant, nous pensons que elles-mêmes, elles n'étaient pas très bien placées pour venir intercéder. Si c'était pour qu'elles puissent résoudre nos problèmes, j'aurais mieux fait d'approcher leur amie, leur sœur, pour lui dire, bon, il faut écouter les travailleurs, plutôt que de venir avec des intentions d'en découdre avec nous. Je ne sais pas si c'est peut-être notre nombre qui les a dissuadés, mais je ne peux pas prévoir si elles n'allaient pas en venir véritablement. Il n'y a pas eu match, comme on le dit. Voilà, donc bon, heureusement, les travailleurs ont été au-dessus de cet événement. Et fort heureusement, nous avons tenu notre sit-in de façon civilisée. Quelle est l'atmosphère actuellement au niveau du ministère de la Femme de la Solidarité nationale, M. Logobana? L'atmosphère qu'il y a au niveau du ministère aujourd'hui, c'est que c'est une atmosphère de mille ou mi-chien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mille ou mi-chien, en ce sens que quand vous prenez le cas, par exemple, de l'activité qui a été portée sur le retrait des enfants et des personnes vivant en rue, des gens sont sortis officiellement pour fustiger notre position, mais dans les coulisses nous félicitent parce que nous avons eu un regard professionnel et critique. Qui sort vous attaquer en coulisses, vous féliciter? Je ne vous apprends rien, c'est exactement ce qui se passe dans notre administration où il y a ce qu'on appelle des techniciens, voilà, qui mettent leur technicité au cachot, pour ne pas dire leur esprit au cachot, pour cajoler l'autorité, quand bien même ils avaient le devoir d'éclairer cette autorité, pour aller juste dans le sens des desiderata, je vais dire du prince du moment, au mépris des règles élémentaires, professionnelles et techniques qui doivent guider l'action de ce qu'on appelle les techniciens, les professionnels. Alors, justement, à propos de cette opération de retrait des enfants en situation de rue, est-ce qu'aujourd'hui, vos observations tiennent toujours? Vous pensez que vous avez eu la justesse de faire cette lecture
d'être contre l'opération menée par le ministre de la Femme? Je peux dire que nous pouvons nous féliciter d'avoir déjà attiré l'attention avant même le déclenchement de l'opération. Mais je peux vous assurer que je ne suis pas content que nous ayons eu raison sur le fait que l'opération a été mal montée et qu'elle aurait pu porter davantage de fruits si elle était mieux conduite avec l'ensemble des professionnels qui ont de la matière dans le domaine. Parce qu'on n'a pas été formé par hasard, on n'a pas été formé pour rien. Et la problématique est telle que il ne faut pas escamoter les étapes dans une telle démarche. La démarche dans ce domaine-là est tout un processus avec une méthode et des outils bien définis. Tout cela n'a pas été respecté dans le cadre de cette opération. Il y a eu escamotage et je pense que Madame le ministre elle-même, lors de ses nominations en direct à la télé, je ne sais plus c'était quelle émission, mais ça devait être dans cette semaine-là, dont j'ai suivi la rediffusion hier après-midi, elle a reconnu elle-même que le protocole n'a pas été respecté dans cette opération. Donc si elle-même elle en vient à dire ceci, c'est un aveu et nous pensons que c'est ce que nous ne voulions pas. Parce que au-delà de n'avoir pas réussi, ça complique davantage la tâche des travailleurs sociaux que nous sommes, des travailleurs, des éducateurs spécialisés. Parce que quand vous arrivez à rompre la confiance avec le personnel, avec ces personnes-là, or la clé de la réussite d'une telle opération, de retirer, de mettre un enfant dans le processus de changement de comportement pour l'amener à réintégrer d'abord la société, s'insérer pour être productif, c'est un travail de longue haleine, ce n'est pas un travail de précipitation. Vous pouvez prendre le temps qu'il faut, mais dès lors que la confiance est établie, vous êtes sûr d'arriver à des résultats probants avec la personne. Mais dès lors que nous avions dénoncé, entre autres, l'attelage police-travail social dans cette opération, ce sont ces deux aspects qui sont antinomiques dans cette problématique. Parce que ce que les gens n'ont pas compris également, là où la police commence à intervenir, le travail social s'arrête. Et quand le travail social va commencer à intervenir, en principe, le travail de la police doit s'arrêter. Mais voilà. On ne doit pas assister à une sorte d'attelage. Non, cet attelage-là, il est contre-productif, il est même véritablement nuisible pour l'opération, pour l'objectif que nous poursuivons. Monsieur Lorobana, on va s'arrêter sur les questions sécuritaires. Un mot sur la situation nationale, la situation avec les attaques terroristes à l'Est et au Sahel. Selon la ministre française des Armées, Florence Parly, qui est en tournée au Tchad, elle a déclaré que son pays est disposé à apporter au Burkina le même soutien militaire qu'au Mali et elle a confirmé 2 opérations militaires françaises au Burkina. Quel est votre commentaire sur ces opérations françaises au Burkina dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Je crois que sur cette question de l'insécurité liée aux attaques terroristes, d'abord, je tiens à exprimer mon amertume parce que j'ai pu constater, et vous également certainement, que les attaques au départ étaient signées, revendiquées, mais de nos jours, on parle de plus en plus d'individus non identifiés. Il n'y a plus de revendications. Il n'y a plus de revendications en tant que telles. Et moi, le constat que je fais, c'est que si nous sommes dans cette situation, il faut que nous prenions notre responsabilité. Parce que dans tous les cas, c'est nous qui sommes au premier chef concernés. Et il nous appartient de trouver les ressorts et les moyens nécessaires de faire face à cette problématique qui se pose à nous. L'intervention, la promesse d'intervenir de par la ministre, Madame la ministre de la Défense française, je pense que ça pose ici un problème fondamental de notre indépendance. L'indépendance du Burkina, je dis bien, notre vraie indépendance là, c'est une question fondamentale qui se pose à ce niveau. Comment se fait-il que nous ayons des forces armées avec toutes les entités possibles et que nous soyons confrontés à une situation du genre et que nous ne soyons pas à mesure de donner la réponse qu'il faut? Il faut que nous attendons que la France intervienne. Ça donne tout de suite l'occasion également que des forces d'occupation s'implantent sur notre sol, ce qui signifie que si ces forces-là sont là, on n'a plus besoin d'aller former nos hommes. Je pense plutôt que, c'est vrai, la question, elle est pressante. Elle est pressante, c'est vrai. Mais nous devrions nous donner les moyens de former conséquemment nos forces de l'ordre et de défense, de les équiper conséquemment pour faire face. Parce que du jour au lendemain, la France peut se retrouver confrontée à une autre situation où elle débarque, elle embarque toutes ses forces d'ici et on devient quoi? Je pense que la solution n'est pas là.
Et je dis... Les Burkinabés doivent compter sur eux-mêmes. On doit compter sur nous-mêmes. Alors, si la France doit venir nous soutenir, qu'elle trouve d'autres moyens, mais venir occuper, ce n'est pas... Moi, mon avis, je pense que c'est plutôt des forces d'occupation. Alors, un mot sur le 15 octobre qui marque le 31e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Quel est votre commentaire sur cet anniversaire qui marque aussi un peu le début des activités pour la construction du mémorial en l'honneur de l'ancien président? C'est vrai, le 15 octobre 1987 a été également un tournant décisif dans la progression et dans la marche de notre peuple. Sa commémoration, telle qu'envisagée par les organisateurs, je n'ai pas encore tous les éléments entrant dans le cadre de cette commémoration, mais toujours est-il que c'est un enfant du Burkina qui a été assassiné, qui a été boucané, et je pense qu'on doit lui rendre hommage en tant que Burkinabé. Et il exerçait les pouvoirs de l'État, il a été vachement assassiné dans un putsch, et mon organisation également, dans ce genre de situation, a toujours été contre les putschs de ce genre-là, quel que soit le moment. Nous avons toujours condamné les putschs. Qui plus est, s'en est sorti avec une effusion de sang. Et je pense que juste que nous rendons hommage à ces enfants du Burkina, puisqu'il n'a pas été seul. À la suite, il y a eu également des Burkinabés qui ont été lâchement assassinés à Koudougui à travers le pays. Et nous pensons que c'est à tout ce beau monde-là que nous devons rendre hommage. Et moi, je vois le 15 octobre là comme étant une journée d'hommage à toutes ces victimes de la violence en politique et de la violence, je veux même dire, sauvage. Voilà. Donc, mais maintenant, pour ce qui est du mémorial, je n'ai rien contre. Et maintenant, ce qui me chagrine, c'est que j'ai pu lire dans la presse que sur même la question de ce mémorial, les initiateurs et puis certaines personnes ne sont pas tout à fait d'accord avec sur le fait du comment est-ce qu'il faut faire la chose, comment il faut la régler. Bon, je pense qu'à ce niveau également, ils auraient dû taire, parce qu'ici, là, il ne s'agit pas de question de divergence, mais il s'agit de rendre hommage à des victimes. Hein. C'est vrai, le mausolée va certainement porter le nom du président Thomas Sankara, mais moi, je vois en ce mausolée-là l'ensemble des victimes qui sont tombées lors des événements douloureux, qui ont commencé le 15, peut-être avant, pendant le 15 et même après le 15. Voilà, moi je vois ça comme ça. Donc, il serait intéressant qu'on puisse taire ces divergences-là et puis aller à l'essentiel. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'invité de la semaine s'achève. Juste Koumara Logobana était notre invité. Il est le secrétaire général des travailleurs de l'action sociale Sintas. Monsieur Logobana, merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci à vous également pour cette plage que vous nous avez accordée. Merci aux auditeurs et nous pensons incessamment qu'on va encore bénéficier de quelques plages avec vous sur d'autres thématiques si l'occasion se présente. L'invité de la semaine a été mise à nom par Tiona Sanogo, devant ce micro Atiana Serge Boulon. Rendez-vous très prochainement sur Radio Liberté 92.8 FM pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine. En attendant, bonne suite de programme sur la 92.8 FM, la voix citoyenne.